Il est 20h, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Plus de 91 kg de cocaïne d'une valeur marchande de plus de 7 milliards 300 millions francs CFA ont été saisis par les douaniers de Koumpentoum. Une importante saisie faite par les hommes du colonel Bouramadem, directeur régional des douanes du Sud-Est, qui reviendra tout de suite dans les détails de cette saisie. Demain se tiendra deux événements majeurs. La prestation de serment du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, suivi de sa passation de pouvoir entre lui et Macky Sall. Vous aurez droit à un rappel historique de ces cérémonies symboliques inscrites dans la Constitution sénégalaise depuis 1963. L'Alliance pour la République, très agitée depuis la perte du pouvoir le 24 mars dernier, entre clash et révélation, le parti du président sortant Macky Sall a bien des défis à relever, dont le retour du climat de confiance envers son chef. Vous y entendrez le maire de Pikine Nord, Amadou Diarra. Et enfin, quels sont les bienfaits du jeûne dans l'organisme? C'est l'objet de la rubrique de ce soir. Dans Santé et Ramadan, nous aborderons le sujet avec le nutritionniste Dr Keba Tamba qui nous éclaire sur cette prise en charge des maladies chroniques à travers le Ramadan. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous démarrons par cette importante saisie à Koumpentoum. Plus de 91 kg de cocaïne d'une valeur marchande de plus de 7 milliards francs CFA ont été saisis par les douaniers. Le colonel Bouramadem, directeur régional des douanes du Sud-Est, livre les détails de cette suite, surtout de l'évolution de cette affaire. Nous l'écoutons. Les agents de la brigade mobile de Koumpentoum, lors de contrôle routier, ont appréhendé deux véhicules d'immatriculation étrangère qui, dans leur cargaison, transportaient du produit qui a été testé positif à la cocaïne pour une quantité d'un peu plus de 91 kg. Ces agents ont appréhendé ces véhicules dans le cadre de l'observation des indices qu'ils pouvaient percevoir en tant qu'agents des douanes lors d'un contrôle. Et c'est ce qui fait que donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour magnifier ce travail et au nom de l'autorité de la douane, qui est le directeur général des douanes, et au nom du directeur des opérations douanières, leur manifester toute notre satisfaction. Parce que je pense que le directeur lui-même était là il y a quelque temps et qui avait donné des orientations surtout au-delà de nos missions de collecte de recettes, mais surtout travailler davantage sur les missions sécuritaires, surtout en ce qui concerne la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. On peut parler du trafic de drogue, du trafic de médicaments. Aujourd'hui, cette brigade s'est illustrée par une très belle saisie qui donc dénote tout simplement de la prise en conscience de ce fait majeur dans la lutte contre la drogue, la lutte contre le trafic de médicaments. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prêtera serment demain à Diamniadio devant les membres du Conseil constitutionnel. Cérémonie symbolique inscrite dans la Constitution du Sénégal de 1963, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Le serment du président a connu plusieurs révisions au fil du temps. Retour sur les plus marquantes de l'histoire avec Charkébé. Inséré pour la première fois dans la Constitution sénégalaise de 1963, le serment du président a depuis lors connu plusieurs révisions. Le premier président, Léopold Sédar Senghor, a été investi président de la République devant les membres de la Cour suprême, disposant ainsi de tous les attributs lui permettant d'assumer pleinement la charge de président de la République du Sénégal.
En 1967, à la faveur de la première révision constitutionnelle, le président Léopold Sédar Senghor introduit quelques modifications dans le texte de la prestation de serment. Le président Abdou Diouf est investi le 1er janvier 1981 au cours d'une séance solennelle de la Cour suprême. Cette cérémonie fut surtout marquée par le discours du président de la Cour suprême, Kéba Mbaye. Depuis cette date, le serment du président de la République est reçu devant les magistrats de la Cour suprême en séance publique. La prestation de serment du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, fut jusque-là la seule cérémonie qui répondit au cachet populaire de cet événement organisé au stade Léopold Sédar Senghor. Mais à la faveur du référendum de 2001, le texte de la prestation de serment fut encore légèrement revu en faisant réapparaître la mention devant Dieu et le mot enfin fut aussi supprimé. La séance de prestation du 4e président de la République, Macky Sall, s'est déroulée au King Fahd Palace en 2012 et en 2019 au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Le président Macky Sall va passer le témoin à son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a remporté l'élection avec plus de 54% des voix. La cérémonie de prestation de serment se déroulera le 2 avril 2024 en toute solennité au Centre international Abdou Diouf à Diamniadio. Comme le format qui avait été organisé pour le président sortant Macky Sall, cette cérémonie de promesse solennelle à l'honneur du président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train d'être activement préparée par les équipes de la présidence de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye prononcera son serment devant les membres du Conseil constitutionnel, les corps constitués, les membres du corps diplomatique, les autorités religieuses, civiles et militaires. Le même jour, aussitôt après la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Macky Sall accompagnera son successeur jusqu'au palais de la République, au cœur de la ville de Dakar, pour procéder à la prestation de pouvoir et installer définitivement le nouveau chef d'État dans ses fonctions. Suite à la chute du régime du président Macky Sall, l'élection présidentielle du 24 mars dernier a laissé des traces de tension au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Pikine. Macky Sall est désigné comme le principal responsable du malaise provoqué par leur défaite électorale, selon Oumar Sow, ministre conseiller. De son côté, Amadou Diarra, maire de Pikine Nord, estime que son camarade de parti a une lecture erronée et ne comprend pas la dimension d'homme d'État équidistant, et le maire annonce ainsi la prochaine installation d'un comité pour établir l'harmonie au sein de ce parti. Nous voyons ses propos avec Cheikh Oumar Gueye. Ce monsieur-là, je crois qu'il a une mauvaise lecture des résultats des élections. Je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'avec le candidat Amadou Ba, le Benno s'est bonifié. Vous n'avez pas comparé les résultats? 1 600 000 et quelques mille voix. Aux législatives, on n'avait pas ça. L'autre chose, il n'a pas compris la dimension d'homme d'État, équidistant des candidats, même celui de son camp, d'être équidistant de l'ensemble de ses candidats. C'est une posture qui fait gagner la démocratie sénégalaise. Et parce que pour la première fois, un président sortant organise lui-même les élections sans en être candidat. Et la meilleure façon, la plus démocratique, c'était d'être à équidistance. Parce qu'il a une certaine influence et une certaine posture. S'il était du côté, sur le terrain, à côté de son candidat, il allait fausser les jeux. Je voudrais en profiter pour dire ce qui est positif, vraiment, au-delà des enjeux démocratiques que gagne le Sénégal aujourd'hui avec ce qui s'est passé, la visite du palais du président entrant par le président sortant. C'est des belles images qui vont vendre le Sénégal et sa diplomatie et sa démocratie. Et la nation sénégalaise même, sa grandeur va véritablement être chantée partout dans le Sénégal. Mais au-delà de ça, ce que moi je note de positif dans cette élection, c'est que la violence va s'estomper. Parce que les acteurs de violence sont au pouvoir. Cependant, à Saint-Louis, l'Assemblée générale de la coalition Benno Bokk Yakaar a été tenue, en tout cas une première après cette défaite cuisante lors de l'élection présidentielle. Alors que sa démission a été annoncée, le coordonnateur départemental Mansour Faye a félicité la coalition Benno Bokk, la coalition du moins Diomaye président pour sa victoire lors de l'élection du 24 mars dernier et décide de rester à la tête de la mairie de Saint-Louis malgré cette défaite. Lors de cette rencontre, il a souligné l'importance de travailler pour l'intérêt de la ville. Mansour Faye, que nous écoutons avec Moussa Diagne et Abdou Boy. Nous sommes dans l'opposition. Et comme je l'ai dit à l'échelle nationale, à Saint-Louis, il faut que nous travaillions dans une dynamique à reconquérir les cœurs des Sénégalais
dans le respect des uns et des autres, dans la sérénité, mais aussi dans la manière la plus républicaine possible. C'est ça qu'il nous faut faire, c'est cette posture qu'il faut avoir, être digne dans la défaite, être digne dans la conquête, être sénégalais, être sincère, être honnête, être déterminé. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est la dignité, c'est le respect, c'est la sincérité et c'est l'honnêteté. Pour moi et pour le Sénégal. Et je continuerai à œuvrer dans ces dynamiques-là. Les Sénégalais m'avaient confié la commune. D'abord en 2014, réitéré en 2022. Aujourd'hui, je suis plus que jamais à assurer cette fonction, à assurer cette charge en tant que maire républicain, en tant que maire en tout cas, en qui les populations ont investi de leur confiance pour mener à bien cette mission de premier magistrat de la ville. Et je continuerai à œuvrer dans cette dynamique-là, dans la dignité, en essayant, en tendant en quoi la main aux autorités de ce nouveau régime pour nous accompagner pour le développement de Saint-Louis. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le développement de Saint-Louis. Ziguinchor, Dakar, la phase test effectuée ce dimanche par le navire Eugen et Diambogne a été un grand succès. Le bateau a accosté sans encombre au port de Ziguinchor après près de 8 mois d'absence. Ce succès est le résultat des efforts fournis par beaucoup, en tout cas, de parties prenantes, comme l'a souligné Maudou Diallo, qui est le commandant du navire Diambogne, et Moutagassi, directeur général du port autonome de Dakar, que nous écoutons avec Abba Sissé. On a fait le voyage là, c'était pour un voyage test qu'on vient d'effectuer avec succès. On a eu à constater le balisage effectué par le port de Dakar et on leur dit chapeau parce que ça a été bien fait, le reprofilage des bouées. C'était le plus important, c'est ce qui a un peu retardé aussi la reprise des rotations. Actuellement, toutes les conditions sont réunies. Donc tout ce qui permet d'assurer une bonne sécurité pour la traversée des navires. Donc tout est OK pour le moment et voilà, ça va nous permettre assurément de reprendre en toute sérénité la reprise des rotations. Cette commission nautique avait demandé au port autonome de Dakar de terminer les travaux pour que le voyage test puisse se faire le 31 mars 2024 et que le navire soit à quai à Ziguinchor. C'est dit, c'est fait. On a pris un navire qui a le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Donc Diambogne a un tirant d'eau de 5 mètres, notamment à 20 cm près, c'est le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Le navire Diambogne a fait le voyage avec donc une charge suffisante pour tester le tirant d'eau, mais aussi pour sécuriser, on a simulé la présence et le poids des passagers à travers une charge. On a aussi fait le voyage dans le même créneau horaire que le voyage normal. On est parti de nuit. On a fait une escale à Carabane pour tester le voyage. Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies pour que le trafic passager entre Dakar et Ziguinchor, vice-versa, puisse se faire dans les bonnes conditions avec Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible. C'est dit, c'est fait. Pour cela, afin de stimuler l'économie du département d'Ombourg, il est crucial de soutenir les secteurs du tourisme et de la pêche. Selon le docteur Diaité, ces deux secteurs qui sont les piliers de l'économie locale connaissent des difficultés importantes, ce qui affecte considérablement ses habitants. Ces propos sont recueillis par Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Au Sénégal, partout, il y a des difficultés. Les difficultés sont partagées, c'est le coût cher de la vie, l'insécurité, voilà, une justice à deux vitesses, mais aussi la précarité. Donc tout ça, c'était des maux de la société que nous avons intégrés dans notre programme pour essayer de résoudre ça le plus tôt possible, mettre les Sénégalais dans des conditions confortables qui pourraient leur permettre de vivre aisément et décemment dans la dignité. Donc les grands axes ont été développés. Bon, le programme est fastidieux, mais nous, notre modèle économique se base sur l'industrialisation. Et pour qu'il y ait une bonne industrialisation, il faut d'abord à l'échelle communautaire ou villageoise ou bien familiale que les gens s'organisent, qu'on essaie de les organiser, de les former pour booster un peu le secteur primaire qui consiste à développer l'agriculture, l'élevage, mais surtout de revoir beaucoup de contrats
qui ont créé énormément de problèmes à nos pêcheurs du fait de la rareté des ressources dues au pillage des bateaux-usines qui exploitent nos eaux de Saint-Louis à Ziguinchor. Donc tous ces programmes-là ont été bien compris par les populations et c'est ce qui nous a permis de vendre vraiment l'image de notre candidat pour leur dire qu'il est temps que tous ceux qui reviennent au Sénégalais, que tout le monde puisse y voir son compte. À Tambacounda, la commission de régulation du secteur de l'énergie a organisé une journée de concertation pour promouvoir le document de service de ERA. Cette initiative marque une étape décisive vers la validation de l'harmonisation tarifaire du prix de l'électricité entre Sénélec et ERA, ce qui ravit bien sûr la clientèle. Ibrahim Nian, président de la commission de régulation du secteur de l'énergie, s'est exprimé à ce sujet au micro de Moussa Oumargueye. De ERA qui date de 2015, mais compte tenu de l'importante mesure que l'État du Sénégal a eu à prendre en termes d'harmonisation tarifaire, c'est-à-dire aligner les tarifs appliqués par ERA à ceux appliqués par Sénélec, on a jugé utile effectivement de mettre à jour ce règlement de service. Et comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure dans son propos, cette mesure d'harmonisation tarifaire a induit effectivement une prise en charge en termes de subventions aux clients de ERA, rien que pour l'année 2023, un montant qui se situe aux environs de 3,2 milliards. Et même le représentant de ERA disait que ce montant-là a été dépassé. Et la subvention. Et actuellement, cette subvention-là a des effets positifs concernant les clients de ERA parce qu'ils ont vu leur tarif réduit de moitié. Donc c'est extrêmement important et cela a permis aussi à ERA d'augmenter son portefeuille de clients mais aussi son chiffre d'affaires. Au sortir donc des travaux que nous allons mener tout à l'heure avec l'ensemble des parties prenantes, donc tous ces aspects-là seront intégrés donc, dans le règlement de service. L'actuel ministre en charge de la formation aux professionnels de l'apprentissage et de l'insertion a été l'hôte de la capitale de Niambour, plus précisément à Thiep, localité située à Louga. L'objectif de sa visite est d'évaluer les méthodes de fonctionnement d'un centre de formation en horticulture et maraîchage qui prévoit d'employer des centaines de jeunes. Les propos de Maria Amassar que je vous propose d'écouter avec Aline Badarambay. Le centre d'excellence au métier de l'horticulture, qui a une capacité d'accueil de 1500 personnes, offre des formations initiales et continues, des formations qualifiantes de courte durée y seront également dispensées. Les jeunes et professionnels trouveront désormais des programmes de formation de qualité, souples, flexibles et adaptés à leurs besoins et aux potentialités de la région. Il s'agit du producteur d'anacarde, de l'opérateur maraîcher en agroécologie, pépiniériste pour le niveau certificat professionnel de spécialisation, CPS, du stationnaire en fertigation et de l'ouvrier horticole pour le niveau certificat d'aptitude professionnelle, du producteur et contrôleur de semences, du technicien de culture horticole, du chef de culture horticole, arboriculture fruitière et de l'applicateur de produits phytosanitaires. Des objectifs intelligents, connectés, appliqués à l'agriculture pour le certificat d'aptitude professionnelle pour le niveau de brevet de technicien. Du producteur végétal, de la machinerie agricole, de l'agent technique de laboratoire agricole et agroalimentaire, du technicien supérieur en agroalimentaire, de la conduite et gestion d'une exploitation agricole et de la production d'équipements agricoles pour le niveau de brevet de technicien supérieur.
Pour ce numéro spécial santé et ramadan, intéressons-nous à l'impact du jeûne sur la santé pendant cette période d'abstinence. Selon le nutritionniste Dr Keba Tamba, le jeûne favorise une fête cellulaire car l'apport alimentaire est réduit, ce qui permet une régénération du corps humain en rappelant que le corps observe une autophagie. Pour lui, la meilleure méthode pour prendre soin de son corps reste le jeûne qui peut même rendre la prise en charge des maladies chroniques plus facile. Fatima Tal. Durant le mois béni de Ramadan, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Quels sont les bienfaits sanitaires du jeûne? Ce spécialiste en nutrition apporte des éléments de réponse. Oui, les bienfaits du jeûne, je pense, sont énormes. Et là, franchement, nous pouvons vraiment remercier ce grand chercheur japonais qui a même eu un prix Nobel par rapport à sa découverte sur les bienfaits du jeûne et qui nous a fait constater l'autophagie, qui est vraiment un système avec lequel l'organisme va vraiment éliminer les parties plus ou moins malades, les parties affaiblies. Et comme il y a une forte production d'hormones de croissance, pour vraiment faire régénérer aussi ces parties et nous permet d'avoir vraiment un corps qui a été vraiment révisé dans sa plus grande intégralité. Deuxièmement, on a constaté que pendant le jeûne, on produit aussi beaucoup de facteurs de croissance des neurones. Donc au niveau cérébral aussi, on a une forte régénération avec le jeûne qui est lié, comme je l'ai dit, à une forte production de certains types de facteurs de croissance qu'on appelle les BDNN, qui sont vraiment aujourd'hui des facteurs de croissance qui vont aider aussi à avoir une bonne régénération au niveau neuronal. Poursuivant, ce nutritionniste soutient que le meilleur mode de vie pour le corps humain reste le jeûne, car il facilite une meilleure prise en charge des maladies chroniques. Les maladies chroniques aussi peuvent faire l'objet d'une meilleure prise en charge parce que le fait qu'on s'abstienne de manger, l'organisme va trouver assez d'énergie pour pouvoir s'occuper de lui-même, assez d'énergie pour pouvoir réguler ses différents paramètres biologiques et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et sur le plan physique, je pense que toutes les personnes peuvent constater que pendant que vous jeûnez, vous constatez que vous devenez beaucoup plus légère, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous êtes beaucoup plus dynamique. C'est ça qui montre que la meilleure façon, le meilleur mode de vie pour le corps humain, c'est vraiment le jeûne. Et c'est ça que tout le monde constate pendant ce mois de Ramadan, qui est vraiment une merveille pour le corps humain. C'est vraiment une fête pour nos cellules, parce que c'est la meilleure période au cours de laquelle on prend soin de notre corps. Le jeûne peut avoir des inconvénients sur certaines personnes malades, mais il regorge ses avantages et permet au système digestif de se reposer et aux organes de se purger afin d'éliminer les toxines et les mauvaises graisses. Parler sans langue de bois des passerelles continentales entre le nord et le sud, c'est le riche débat qu'ont animé l'auteur sénégalais El Gas et le marocain Khalid Liamlahi, ainsi la cohésion dans le monde de l'édition, mais aussi les relations entre écrivains africains ont été un point majeur pour évoquer le passé et envisager bien sûr les perspectives futures de la littérature du continent. Adjara Sissé nous en parle dans la rubrique littéraire de ce lundi. Briser les frontières en Afrique, un sujet qui fait débat actuellement dans le paysage littéraire. C'est à travers une conférence que les deux talentueux auteurs El Gas, sénégalais, et Khalid Liamlahi, marocain, ont abordé sans tabou les problématiques qui freinent cet élan sur la relation nord-sud. Les échanges entre le nord et le sud sont considérés dans la perspective Occident et le reste du monde. À l'intérieur même de l'Afrique, il y a des fractures, hélas, qui viennent freiner les élans panafricains, les élans justement d'union, d'unité, ainsi de suite. La rencontre a toujours ces deux côtés-là. La rencontre peut être belle, formidable, nourricière, mais la rencontre aussi est parfois violente. Et elle est violente de par aussi cet esclavage transsaharien qu'on a connu, et dont il appartient d'ailleurs aux générations actuelles d'aller encore dégorger l'histoire, parce qu'il s'agit encore une fois de littérature qui n'est pas suffisamment nourrie, même si on a encore plus de textes qui est assez abondant là-dessus. Présence africaine dans le monde de l'édition est connue pour mettre en avant les auteurs noirs, mais souffre de préjugés concernant la diversité des auteurs africains, ce que les deux auteurs ont tenté d'expliquer avec leurs mots. On retrouve ces textes, des poèmes expérimentaux qu'il écrit dans la revue Présence africaine. Donc ça a été le sanctuaire de beaucoup d'auteurs qui venaient de partout dans le monde. J'ai été aussi touché et ému de me dire, je suis un peu dans la continuité de ce qui s'est fait dans les années 60 et les années 70. Alors,
pour t'avouer aussi quelque chose, j'en mesurais absolument pas la profondeur, on va dire, et le sens, parce que c'est venu bien après. Mais avec cette question qui revient souvent de « tu es marocain, qu'est-ce que tu fais chez Présence africaine ?» j'ai été amené à réfléchir et à penser ce sujet. Et je pense que c'est très intéressant, ça nous raconte quelque chose de notre époque, cette question. Parce qu'on est à un moment où paradoxalement, on a plus d'ouverture, on a plus d'espace de dialogue. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui, toi et moi, en train de discuter de ce sujet et d'y réfléchir. On découvre l'une des écritures les plus anciennes, forcément, vous la connaissez tous, ce sont les hiéroglyphes. Voilà, en Égypte. Et puis on découvre l'écriture libyco-berbère, on appelle comme ça, c'est l'écriture qui va exister dans le nord justement de l'Afrique et qui va avoir une richesse formidable qui est l'une des plus anciennes. Et cette richesse est tellement formidable que d'ailleurs l'écriture, les hiéroglyphes vont être revendiqués par un patrimoine mondial au risque justement d'écraser son origine africaine. Force est de constater que la circulation sur le continent du livre et de l'auteur africain est un obstacle pour cet élan fédérateur. Régler les problèmes technologiques et économiques semble être une piste sérieuse pour y arriver. Et voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la 2STV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir.